zoomer sur Peanut. Oui, paysage, I've always liked filmmaking. Ever since my early age, I would always pick up a camera to really capture anything. It could be my friends, grass, nature, or even simply me. And in fourth grade, I've discovered another passion of mine: social science. Okay, it may seem odd, especially as a kid, but at that time I was living in Montreal, where the heart of this type of movement beat the most. I began to read lots and lots of biographies. Malala Yousafzai, René Lévesque, Martin Luther King, you name it, I probably read all of those. I began to watch the news and ask myself tons of questions. Why are people suffering all over the world? Why are people sad, angry? Why, and why? Well, in this documentary, I've decided to go on my way to answer one of these questions. Something you cannot miss. Something that's so present in a society that sparkles many debates and raises many voices. When you open the news or even scroll on social media, you can't miss it. Why do people protest? The Oxford official definition of a protest is a statement or action expressing disapproval of or objections to something. There really are vast ways to protest. The arts can be used as a protest tool. For instance, when in 2020 George Floyd was murdered by the police, it created, yes, a wave of protest demanding justice and the end of police brutality all over America and parts of the world, but artists also played an important part in the movement. They created pieces like this one to raise awareness, making it impossible for America to ignore what happened. Now everyone knows who George Floyd is and the tragic event that caused his death. There were also many movements of boycott, which is another form of expressing a protest, only this time you act with your money. And in the era of the apartheid system in South Africa, people avoided goods like South African fruit, cherry, and cigarettes, and they did that for 35 years. The boycott didn't end until 1983, when the country began the process for democratic elections. What I find fascinating is the fact that protesting is much more than what we see on TV. It isn't just a bunch of people reuniting in the same place to walk and shout. No, it really is the result of a deep psychological reflection influenced by our social environment. Leaving the comfortability of the status quo is something that is very difficult to do, since you abandon one of your most primal needs, your sense of security. So what exactly it takes not only for one person, but sometimes thousands or hundreds of people to reject the status quo all in the same period of time. For my documentary, I really wanted to talk and share with people who participated to largely known or mediatized protests, such as the Palestinian cause, for example, or the climate crisis in 2019. Let me introduce you to my two guests today, Omar and Jaël. Bonjour, je m'appelle Jaël, je suis étudiante au cégep Édouard-Montpetit en sciences de la nature. J'ai participé à la manifestation sur l'environnement quand j'avais 13 ans, en secondaire 2, juste avant le début de la pandémie. Bonjour, je m'appelle Omar, j'ai 23 ans, j'étudie en sciences politiques à l'Université de Montréal et je suis aussi coprésident du comité des droits humains des Palestiniens et des Palestiniens. Donc, depuis que je suis petite, mes parents ils ont toujours essayé de nous sensibiliser à la cause environnementale. Donc, par exemple, comme dans nos soupers, on essaye de couper moitié-moitié viande, protéines végétales ou lentilles, mettons dans le pâté chinois. Puis, ma mère est quelqu'un de très engagé, donc elle a participé à beaucoup de manifestations, surtout pour son travail, parce qu'elle est neuropsychologue et comme il y a beaucoup de combats pour comme, reconnaître leurs droits puis leur comme plus-value en tant qu'employé. Avec des parents très engagés, qui essayaient de nous transmettre ces valeurs-là, quand il a commencé à avoir ces
débat-là sur l'environnement avec Greta Thunberg et tout ça, comme ma mère, elle nous a dit comme, hey, faut faire quelque chose. The concept of tipping point is an important element when it comes to analyze these types of movements. Anytime there's any sort of meaningful social change, there comes a tipping point where people who have been oppressed, treated unfairly, or with violence for a very, very long time and have been protesting against it for, again, a very, very long time, are joined by what we call the silent majority, a majority who isn't really directly affected by the issue. This will cause the movement to tip over into a wide-scale social change, and the number of people will push the issue further in terms of popularity. This is why we are under the impression that these protests are coming out of nowhere all of a sudden. And in our modern era, with the omnipresence of social media, this upheaval is much more impactful. It spreads like a wildfire. Everyone has access to the reality of things, images in real time, videos, and information, and can form their opinion based upon these. Since the issue is put forward, it will gain the public's interest and contribute to large events like protests. Je pense que la chose qui m'a le plus poussé à participer, c'est donc moi j'ai commencé à manifester à partir de octobre 2023 et ce qui m'a vraiment poussé à manifester, c'est la violence que je voyais sur mon téléphone. Donc, while reading and doing some research, I've come to the conclusion that the reasons that pushes people to participate in protests can be narrowed in three mainly aspects. Firstly, the sense of identity, secondly, the sense of injustice, and thirdly, the feeling of efficacy. Everyone has a combination of what we call social identities that define them, how they will be treated or perceived in the society we live in. Being from a specific cultural identity or and religion leads to form a collective. Subordinate group identity tends to have more than one, with other people who possess one of your social identity. Most research on collective action has shown that when people identify with their social group and link their fate to the fate of other members of that said group, they don't just see themselves as an individual, but as a whole group. Since they have a sense of common fate, they think that what happens to them will have an impact on other members of that group, and vice versa. Being part of the group tend to be their social identity, and by consequence, it will lead them to act and react as a group when an isolated event occurs to someone with the same social identity as them. La cause palestinienne, c'est une cause qui me tenait à cœur depuis un petit moment à cause de raisons religieuses et culturelles. Quand on grandit dans un milieu arabe, musulman, c'est une cause très qui rassemble beaucoup. C'était pas assez pour me pousser à me mobiliser. Ce qui m'a vraiment poussé à me mobiliser, c'est j'ai commencé à lire beaucoup sur le sujet en me disant que peut-être j'étais pas du bon côté de l'histoire. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai pu retrouver une violence coloniale. Et moi, la violence coloniale, c'est une violence qui m'est très sensible. Et donc, c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à me mobiliser. Quand j'ai vu que c'est la dernière puissance coloniale qui est très apparente. C'est pas comme le néocolonialisme en Afrique, par exemple, qui est plutôt économique. Mais là, on parle vraiment de violence coloniale brute. So, when people act in a collective way, they are often motivated by a deep sense of injustice related to their social identity. Why is this person from the same cultural community as me is being treated like this? This is unfair. They feel the duty to do what they can to address this injustice. Of course, you have to bring the sense of efficacy to the other two aspects. Alone with your ignition, we can feel as if our actions to counter an injustice are pointless, with no significant impact. But when we are doing it in larger numbers, we feel like we have a real power. It is the belief that by acting as a group, our actions will make a difference. It also has been proven that people tend to participate in a protest when in a situation of a crisis because they can feel hopeless and need to be around people who is as touched by them by the issue. Let's hear about our two guests on this matter. Marcher tout le monde ensemble vers une place, je trouvais que c'était comme un truc de plus. C'était vraiment, vraiment impressionnant. Puis surtout, quand tu commençais à marcher, comme il y avait des côtes vers le bas, parce qu'à Montréal, il y a beaucoup de côtes. Puis là, tu vois la marée de gens qui descendent jusqu'en bas.
Alors personnellement, il y a eu un genre d'évolution de mon ressenti pendant les manifestations. Parce que tout a commencé d'abord lors de mes premières manifestations pour la Palestine. euh, et c'était vraiment un sentiment de communauté, un sentiment de puissance, un sentiment de revendication. C'est un sentiment que je décrirais comme très optimiste par rapport à la cause. Avec le temps, donc depuis 2023, en voyant que peu importe ce qu'on condamnait, peu importe les preuves qu'on amenait sur la table, il n'y a rien qui changeait en soi. Et donc, moi, avec le temps, j'ai eu un sentiment d'impuissance face à un engrenage que je sentais beaucoup trop grand pour moi. Au final, j'avais vraiment l'impression, à un moment donné de mon militantisme, d'être complètement impuissant. Mais la courbe s'est encore redressée, que j'ai décidé de me remobiliser avec un comité étudiant et qu'on s'est mis des objectifs à court et à moyen terme. Par exemple, sensibiliser la communauté étudiante, sensibiliser la société civile. Et donc en ce moment, aujourd'hui, je dirais que je suis optimiste. Par rapport, je me sens optimiste, je me sens puissant quand je manifeste, mais ça n'a pas toujours été le cas parce qu'on passe par une phase de désespoir face au système. Personally, I went to only one protest in my life, and it was when I was really young. So I don't really have vivid memories of how I was treated or perceived, or how people reacted to us when we walked. So I went on and did some research. And I found that in Canada, for example, in our country, the right to protest is protected by Section 2 of the Charte des droits et libertés. However, several experts have found that this protection is not right suited, as evidenced by this article by Gabriel Babineau, La manifestation, une forme d'expression collective. He analyzed various movements of protest in Quebec and Canada in the early 2000s and concluded that the police often carried out unjustified mass arrests. For instance, what we call the largest peacetime mass arrest in Canadian history took place at the G20 summit in Toronto. In total, 1,105 people were arrested, several of whom, according to the report by le Comité permanent de la sécurité publique et nationale de la Chambre des communes, were members of the media, human rights observers, or peaceful demonstrators, even pass-bys. In our country, you are therefore likely to be perceived as a dangerous individual, even if you demonstrate peacefully. Au début, c'était un peu intimidant parce que tu voyais, il y avait beaucoup de monde. Puis à un moment donné, quand on marchait vers le site du début de la manifestation, il y avait des gens comme anti-manifestation qui sont passés et étaient comme ça sert à rien, vous êtes niaiseux. Puis ils criaient comme ça. Puis là, t'étais comme ouh, c'est là-dedans que je m'en vais, moi. Ça faisait un peu peur, mais en même temps, on était tellement excités de pouvoir y aller. Puis il y avait comme nos amis, puis on marchait ensemble dans les rues. Puis là, tu voyais tous les gens comme qui commençaient comme à s'agrouper. Tu sais, t'étais pas tout seul qui sortait du métro, même si t'étais pas rendu directement au lieu de la manifestation. Tu voyais comme les gens qui te rejoignaient tranquillement. Puis là, t'étais de plus en plus à marcher. Fait que plus tu te rapprochais, plus t'étais comme wow. Yeah, ça c'est cool. On s'en va faire quelque chose de gros. Think of the images you see most often when we talk about street demonstration. We frequently see headlines like violent riots in Montreal with images of people destroying stuff, buildings, throwing stuff, etc., etc. The journalistic discourse has a strong impact on the public's opinion of protesters. For example, in the case of street demonstration, our opinion is built on two elements that are represented in the media, whether it's in newspaper or on TikTok, throughout images and videos, and reports, oral or written. Protest violence can be used as a powerful political tool to attract or divert the attention of crowds, because the cause is reduced to something that is indefensible in our modern society, violence. La couverture médiatique, souvent dans les mouvements racisés, on va dire, est couverte de telle manière à ce que même si 360, 365 manifestations se sont passées de manière très très pacifiste, il a fallu qu'une fois il y ait une vitre qui soit cassée. Je crois que c'est au salon de congrès à Montréal, et là c'est le wokisme qui règne dans la politique. Donc c'est vraiment des raccourcis qui sont rapidement faits. C'est que tous les mouvements à travers le temps, tous les mouvements progressistes ont tous connu une forme de réactionnisme de la part des opposants.
Donc c'est pas parce que les gens n'adhèrent pas à une cause qu'elle est forcément mauvaise. This is why it is dangerous when it's the only thing that is put forward when we talk about this movement. When we hear about the many movements of protests that are happening right now, it's normal to ask ourselves, is what they're doing really effective for their cause? Let's hear about what our guest has to say on this. Moi, je pense que oui. Je pense que juste en mettant la question sur les médias, par exemple en faisant le campement de McGill cet été, on peut être d'accord sur est-ce que c'est une bonne façon de se mobiliser ou pas. Mais une chose est claire, c'est qu'on en parlait quasiment minimum une fois par jour dans les médias. On envoyait des journalistes sur place, ce qui permettait d'interagir directement avec euh, la communauté étudiante. Parce que lorsqu'on met un débat sur la table, souvent les gens vont aller s'informer pour se positionner. Ça va les intriguer, mais qu'est-ce qui peut bien se passer pour qu'il y ait autant de gens qui fassent autant de mouvements, qu'il y ait un campement sur McGill, qu'est-ce qui peut bien se passer? Donc les gens vont souvent être incités à aller se poser plus de questions et donc à chercher. Mais il y a aussi tout l'aspect de la sensibilisation qui, elle, passe par, comme je disais tout à l'heure, l'académisation euh, de la cause. Donc, des gens à l'université qui vont faire des travaux de maîtrise dedans, des travaux de doctorat, des gens qui vont se poser la question, même dans leurs travaux de session, que ce soit à l'université, au cégep, au secondaire. Donc, on se pose la question réellement, qu'est-ce qui se passe là-bas, qu'est-ce qui peut changer. Et lorsque on académise les choses, souvent les mouvements sociaux vont partir de l'université pour ensuite se diluer dans la masse populaire. Donc il y a des intellectuels qui se posent la question, qui arrivent à prouver le pourquoi du comment. Et donc je pensais notamment aux luttes féministes, aux questions du genre, les queers. Donc tout ça, c'est parti de l'université parce qu'on se posait vraiment la question, mais ces gens qui revendiquent des choses dans la rue, est-ce qu'ils ont raison? Et d'où vient leur questionnement? Fait que ça l'a définitivement créé comme un précédent, puis comme un modèle auquel on peut se référer. Puis j'ai l'impression que ça fait comme... Je sais qu'on n'arrivera probablement pas à rejoindre ce niveau-là bientôt des manifestations qu'il y a eu dans ces années-là, mais comme on s'en souviendra toujours en tant que société, en tout cas pour les prochaines années à venir. Donc, je pense que ça l'a comme mis sur la map cet enjeu-là pour pas mal tout le monde. Puis ça l'a montré que comme c'était un sujet qui faisait, comme qui pouvait faire parler puis qui pouvait avancer. Donc je pense que pour ça, oui, ça l'a comme aidé à l'amélioration, aux avancements parlés pour l'environnement. Même si d'un autre côté, ça peut être un peu décourageant parce que tu vois que c'est retombé vraiment vite. Fait que ça peut être comme, ça sert à rien. Mais de l'autre côté, on en parle encore. Donc, ça ne sert pas à rien. Donc, je trouve que c'est comme un peu doux amer comme type de précédent qui a été créé. Parce que ça montre que même si on veut fort, au final, c'est pas nous qui avons le dernier mot, mais on n'est pas totalement impuissant. Je pense qu'au final, ça a eu plus de bien clairement plus de bien que de mal. Non, ça l'a définitivement créé comme un précédent dans ma vie. Fait que comme j'ai dit, j'avais fait d'autres manifestations avant, mais je pense qu'elle, c'est vraiment celle qui m'a le plus marqué. Puis ça a créé comme une petite voix en arrière de ma tête tout le temps. Et si je veux acheter quelque chose de pas nécessaire, hey, est-ce que tu en as vraiment besoin? Parce que tu sais, comme et si toi tu fais rien pour l'environnement, qui est-ce qui va faire quelque chose? Ou pour tout ce qui est comme s'impliquer dans les comités, s'impliquer à l'école, dans ma vie en général, tout ça c'est comme juste une pression de plus que je suis comme auto-mise sur moi-même, qui est une bonne pression, tu sais, qui me force à agir puis à être un individu actif dans la société. Ouais, fait que c'est juste comme un modèle d'essayer d'atteindre dans ma vie de tous les jours. Tu sais, je m'en souviens tout le temps comme, hey, genre, oui, t'as décidé de prendre le char aujourd'hui, mais oublie pas, comme quand t'étais petite, t'étais allée marcher pour les gens qui prennent leur char pour rien. Pourquoi toi tu prends ton char pour rien comme pas en vélo à la place? Avant, j'étais quasiment sûr qu'on ne pouvait absolument rien changer sur Terre, qu'on était juste trop petit pour faire des choses, mais ça m'a permis d'évoluer en tant que personne parce que je me suis dit que si on arrive à s'organiser en tant que communauté,
autour d'un même problème, on va, on va finir par arriver à une solution. Et même si la solution, c'est pas qu'il n'y a plus de Palestiniens qui meurent demain, qui souffrent de famine, qui souffrent de maladies, qui souffrent d'apartheid, de colonisation, au moins c'est un pas vers l'avant pour quelque chose. Ce que ça m'a permis, c'est vraiment d'avoir confiance en mon statut de citoyen. On peut avoir l'illusion que ça ne mène nulle part, mais parce que le mouvement nous dépasse. Le mouvement, surtout le mouvement de la cause palestinienne, dépasse chaque activiste. Et par ce fait, en voyant les nouvelles, parfois, par exemple, j'arrête de militer pendant une semaine ou deux, puis je vois que le mouvement évolue pareil, que les gens vont faire des recherches, que des spécialistes sont sur le cas, que des avocats de droit international sont en train de travailler dessus. Mais tout ça, ça part d'en bas. Tout ça, ça part d'étudiants à New York, à Montréal, à Ottawa, qui en France, en Belgique, en Suisse, au Maroc, en Algérie. Tous ces citoyens de chacun des pays, en repostant des choses sur Instagram, en faisant parler, en noyant les stories des gens de nouvelles palestiniennes, mettent le sujet en avant-première. I am insanely proud of this project, and I really hope you got to understand more about the topic of protest and from your own judgment, of course. It was extremely enriching to do research and read about this article in depth, to really focus on a social science subject. Thank you so much to Omar and Jael who helped me make this documentary.